L'automne arriva et avec lui l'idée d'avoir un autre enfant. Gerhard et moi avions toujours voulu avoir plus d'un enfant. Avec le postpartum éprouvant que j'avais vécu, nous avions mis ce projet sur la glace, mais nous avions gardé espoir que ce pourrait être possible si mon état mental restait stable pendant un bon moment. Avant même de désirer tomber enceinte, nous en parlâmes ensemble avec Dr. Saïd. Bien que nous voulions agrandir notre famille, je ressentais évidemment beaucoup de crainte face à une rechute. Avec le diagnostic que j'avais reçu, les chances étaient plus grandes que j'expérimente à nouveau un trouble de l'humeur du postpartum, et nous en étions bien conscients. Je lui demandai donc si c'était hasardeux, voire un peu fou de penser à avoir un autre enfant étant donné ma condition. Je fus bien surprise de sa réaction quand il me répondit alors « Would you stop walking because you're afraid of falling? » Arrêterais-tu de marcher parce que tu as peur de tomber? Sa réponse me toucha. J'aimais une fois de plus son optimisme, comme il l'avait toujours démontré avec moi. Il continua en ajoutant que nous savions maintenant comment reconnaître les symptômes d'une rechute et comment mieux la prévenir. Par ailleurs, ma médication ne semblait pas être contre-indiquée pour la grossesse. Je pourrais vérifier cette information avec Mother Risk, un service fournissant des informations à jour sur le risque et la sécurité des médicaments et autres expositions pendant la grossesse et l'allaitement. Je pourrais même augmenter légèrement ma dose après l'accouchement par mesure de prévention. Il continuerait d'assurer un suivi pendant ma grossesse et à intervalles plus rapprochés après la naissance. En planifiant à l'avance le support dont j'aurais besoin après l'accouchement, afin de bien me rétablir et avoir suffisamment d'heures de sommeil, un élément essentiel pour mon équilibre mental, nous pouvions espérer vivre une expérience positive du postpartum. En fait, Gerhard et moi avions déjà pensé à cet aspect si important qu'est le repos. Si je tombais enceinte dans les prochains mois, Elliot aurait 4 ans à la naissance et il commencerait donc l'école à temps plein. Ce serait ainsi plus facile de me reposer en même temps que le bébé, puisque je n'aurais pas besoin de m'occuper d'Elliot. On prévoirait aussi la visite de ma mère pour la première semaine après ma sortie de l'hôpital, et la sœur de Gerhard accepterait probablement de venir passer une semaine également. Mais un autre aspect nous inquiétait. L'année précédente, Gerhard avait reçu lui aussi un diagnostic de trouble bipolaire après avoir expérimenté des sauts d'humeur au cours des dernières années. Ayant des antécédents familiaux, sa mère, cette nouvelle ne fut pas une surprise, mais elle fut difficile pour lui à accepter. Nous savions fort bien que nos enfants auraient des chances d'hériter de cette maladie mentale. Devant ce fait, était-ce irresponsable d'avoir un autre enfant? Devions-nous donc nous abstenir? Dr. Say nous répondit que si un de nos enfants développait la maladie, nous saurions fort bien, avec notre expérience, comment lui venir en aide et le soutenir. L'aide médicale et la médication existaient pour soigner ce trouble efficacement. Ce n'était pas, selon lui, une raison pour nous empêcher de vouloir mettre au monde un autre enfant. Son point était valide, une fois de plus. Après notre rendez-vous, j'appelai Mother Risk Helpline afin de m'assurer que je pouvais continuer de prendre de l'olanzapine pendant la grossesse. En me rassurant en me disant que je n'aurais pas besoin de cesser de prendre ce médicament. Gerhard et moi fûmes donc prêts à nous lancer dans cette nouvelle aventure. Puisque j'étais facilement tombée enceinte avec Elliot, il était en fait arrivé par surprise, je ne m'attendais pas à vivre des difficultés cette fois-ci. Mais les mois passèrent sans résultat positif. Je commençais à être impatiente. Mes cycles menstruels n'étaient plus réguliers et j'avais bien du mal à reconnaître le moment de mon ovulation. Après 1 an d'essai, mon médecin de famille nous référa donc à une clinique de fertilité. Puisque j'approchais la fin de la trentaine, mes chances de tomber enceinte diminuaient et cette dernière pourrait certainement nous venir en aide pour que notre projet puisse se réaliser. On débuta par me faire passer une batterie de tests pour vérifier si mon système reproducteur fonctionnait bien. On vérifia aussi Gerhard à ce niveau. Comme tout semblait normal, j'ai entamé des visites régulières à la clinique pour passer des échographies et des prises de sang, afin de connaître le temps de mon ovulation et si la fécondation avait eu lieu. Au 2e mois, je commençai à prendre une médication qui régula mon cycle et facilita l'ovulation. Et c'est au 4e mois
que mon test de grossesse s'avéra positif et que la clinique nous confirma que j'étais bel et bien enceinte. Nous étions très heureux que le processus de suivi n'eût pas été long. Aussitôt que j'appris la nouvelle, je contactai la clinique des sages-femmes afin de m'assurer que je pourrais bénéficier de leurs services à nouveau. Nous fûmes contents que notre demande fût acceptée dans les jours suivants. Puis, nous nous mîmes d'accord sur le fait qu'on attendrait à la naissance pour connaître le sexe du bébé. Nous l'avions su d'avance pour Elliot et je tenais vraiment à vivre la surprise cette fois-ci. Cette deuxième grossesse fut plus facile que la première. Je vécus des nausées dans les premiers mois, mais elle fut apaisée grâce aux médicaments Diclactin que mon médecin me prescrit. Je découvris que le vélo ne me causait pas de problème avec mon utérus, qui était moins irritable qu'à ma première grossesse. Je pus aussi rester active en utilisant régulièrement un Stairmaster que nous avions installé dans notre sous-sol pour faire de l'entraînement cardiovasculaire. 2 nouvelles sages-femmes me furent assignées et le suivi de grossesse qu'elles me procurèrent me satisfit grandement. Dès le début, je partageai ma première expérience d'accouchement et les difficultés encourues lors de mon postpartum. Je devins très émotive en expliquant mes craintes face à ce deuxième accouchement. Ma sage-femme me rassura en me disant que je pouvais espérer que ce serait moins pénible et plus court, probablement la moitié de la durée, soit une 12aine d'heures, puisque le chemin avait déjà été fait. Bien que j'eusse aimé tenter ma chance à nouveau pour vivre un accouchement à la maison, Gerhard n'était pas enthousiaste à cette idée. Ma sage-femme nous conseilla par ailleurs que j'accouche à l'hôpital. Ma médication, olanzapine, causait parfois des symptômes de sevrage chez les bébés après la naissance. Elle m'expliqua qu'en fonction de ce qui avait déjà été observé avec des médicaments similaires, les bébés nés de femmes prenant de l'olanzapine près de l'accouchement devaient être surveillés pour des symptômes tels que raideur ou diminution du tonus musculaire, somnolence, agitation, difficultés respiratoires ou d'alimentation ou tremblement. Ces symptômes ne duraient pas longtemps et disparaîtraient en quelques jours. Tous les nouveau-nés ne présentaient pas ces signes. Je vérifiai ces informations auprès de Dr. Saïd, qui ne s'inquiétait pas de cette éventualité. Je décidai donc de ne pas m'en faire non plus. Comme j'allais accoucher à l'hôpital situé près de chez nous, je pris soin de m'inscrire à une visite guidée de l'unité de naissance. Gerhard et moi nous y rendîmes quelques mois avant ma date prévue d'accouchement. Je n'anticipais pas que cette visite fasse surgir en moi un mélange d'émotions insoupçonnées. En marchant dans le corridor menant aux chambres d'accouchement, puis à l'îlot des infirmières, des larmes que je ne pus refouler me montèrent aux yeux. Les lieux étaient si semblables à l'unité où j'avais été hospitalisée lorsque je reçus mon diagnostic de trouble bipolaire du postpartum. Je me revoyais soudain marcher vers les infirmières, en petite tenue d'hôpital, les idées indomptées un jour, puis l'âme effondrée l'autre jour. Je sentis une vague d'anxiété me gagner. Je m'efforçai alors de me concentrer sur les explications de notre guide et je pus me ressaisir pour terminer la visite. Dans le formulaire d'inscription de l'hôpital, j'avais indiqué mon diagnostic de trouble bipolaire. C'est ainsi qu'avant notre départ, on me demanda si j'étais intéressée à obtenir un suivi d'une travailleuse sociale avant et après l'accouchement, de même que la visite à la maison d'une infirmière dans les jours suivant la naissance. J'ai accepté cette proposition et un premier rendez-vous fut pris avec une travailleuse sociale. En arrivant à la maison, je parlais avec émotion à Gerhard de ce que j'avais ressenti pendant la visite. Il se montra attentif et empathique. Cela me fit du bien et calma mes impressions négatives. Quelques semaines plus tard, je rencontrai la travailleuse sociale. Elle s'informa de ma condition et de mon expérience difficile du postpartum. Elle constata rapidement que j'étais très informée au sujet de ma maladie mentale et que Gerhard et moi serions en mesure de repérer facilement les symptômes annonçant un débalancement de mon humeur après l'accouchement. Elle me laissa ses coordonnées et m'invita à la contacter au besoin après la venue de notre bébé. Je me disais que le suivi de Dr. Saïd serait probablement suffisant, mais je gardais quand même ces informations au cas où. La journée précédant ma date prévue d'accouchement, je me réveillai par une sensation d'éclatement dans mon ventre. Un peu de liquide chaud s'écoula entre mes jambes. J'en conclus tout de suite
que mes os étaient crevés et que c'était du liquide amniotique. Je demandai à Gerhard de m'apporter une serviette et j'attendis que le reste du liquide sorte. Mais ce ne fut pas le cas. Il était 5h30 du matin, un peu trop tôt pour contacter ma sage-femme. J'attendis alors qu'il soit 7h pour l'appeler. Quand elle retourna mon appel, je lui expliquai ce qui était arrivé. Puisque seulement très peu de liquide s'était écoulé, elle ne croyait pas que mes os étaient crevés. Elle réalisa après l'accouchement, en examinant mon placenta, qu'en fait ma poche s'était percée par le haut avant qu'elle n'éclate complètement pendant la poussée. J'avais de légères contractions, très dispersées, mais j'avais la nette impression que j'allais accoucher bientôt. Elle me dit alors qu'elle fera un suivi avec moi au cours de la journée. J'avertis mon amie Julie, qui s'était offerte de s'occuper d'Eliott pendant mon accouchement, que j'allais l'appeler quand je serais presque prête à me rendre à l'hôpital. Avant qu'Eliott parte pour l'école, je lui dis qu'il y avait de fortes chances que Julie s'occupe de lui à son retour à la maison. J'appelai aussi ma mère pour l'avertir de la situation et Gerhard fit les arrangements nécessaires pour qu'elle prenne l'avion dans 2 jours pour venir nous rejoindre. L'avant-midi se passa calmement. Mes contractions n'avaient que très peu augmenté en fréquence et en intensité. Vers 1h de l'après-midi, je décidai de m'asseoir sur un gros ballon d'exercice en visionnant une comédie. Le rire me fit du bien entre mes contractions qui prirent de l'intensité. Ma sage-femme me contacta de nouveau pour prendre de mes nouvelles. Elle me recommanda de l'appeler quand je ne pourrais plus parler au travers d'une contraction. Ce n'était pas encore le cas, et mes contractions n'étaient pas encore régulières. Toutefois, je demandai à Gerhard de venir me rejoindre et de calculer la fréquence et la longueur de celle-ci. Elle devenait beaucoup plus intense, mais elle restait irrégulière, et j'arrivais encore à les endurer sans trop de difficultés. Vers 15h15, j'appelai Julie pour lui dire de se préparer à venir à la maison, car Eliott arriverait de l'école dans 1 heure, et nous pensions que ce serait alors le temps de nous rendre à l'hôpital. Puis, mes contractions devinrent soudainement régulières et presque insoutenables. Je demandai à Gerhard de contacter ma sage-femme, car je n'arrivais plus à parler au travers d'elle. Elle nous dit qu'elle se rendrait donc à l'hôpital et nous rejoindrait là-bas. Julie arriva vers 16h. Elle constata rapidement que mon travail était avancé. Gerhard quitta la maison pour aller chercher Eliott à l'arrêt d'autobus. Pendant ce temps, elle s'installa à mes côtés pour me soutenir pendant mes contractions. Cette dernière était très forte et se présentait maintenant aux 2 minutes. Julie sut tout de suite que j'étais en phase de transition et elle courut alors rejoindre Gerhard qui marchait déjà en direction de la maison pour lui dire qu'il devait immédiatement se rendre à l'hôpital avec moi. Il se dépêcha d'arriver avec Eliott. Sans effrayer ce dernier qui me voyait en douleur, je fis de mon mieux entre 2 contractions pour lui expliquer rapidement, mais calmement, que nous nous rendions à l'hôpital et que j'allais bientôt accoucher. Il pourrait venir voir le bébé quand il serait arrivé. Puis Gerhard et moi quittâmes en hâte la maison. Heureusement, le trajet fut court. Je ne pouvais plus marcher pendant mes contractions, et c'est à l'aide d'une chaise roulante qu'il m'amena au département de naissance. Les infirmières constatèrent tout de suite, à leur tour, que j'étais en phase de transition et me conduisirent à une chambre rapidement. Ma sage-femme arriva dans les minutes qui suivirent, un peu avant 17h. J'étais totalement en douleur, dans ma bulle. Elle fit rapidement un examen de mon col et m'annonça que celui-ci était déjà ouvert à 9 cm. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je m'attendais tellement à un accouchement beaucoup plus long. Elle m'annonça très peu de temps après que je pouvais commencer à pousser. Et c'est au bout de quelques poussées que je perdis mes os et que mon bébé naquit à 17h25. C'était une fille et mon cœur fut rempli de bonheur à cette nouvelle. J'avais maintenant un garçon et une fille, ce que j'avais grandement souhaité, quoique j'aurais été aussi bien contente si j'avais eu un autre garçon. Ma fille était en santé et ne présentait pas de symptômes de sevrage.
Une pédiatre allait quand même assurer un suivi auprès d'elle jusqu'à notre sortie de l'hôpital. L'allaitement commença avec succès, et puisque l'accouchement fut si rapide, je ne me sentais pas épuisée. Nous appelâmes nos familles respectives pour annoncer la naissance, et Gerhard prit des photos de nos premiers tendres moments avec notre fille. 2 heures après l'accouchement, il alla chercher Elliot afin qu'il puisse rencontrer sa petite sœur pour la première fois. J'invitai aussi Julie, qui fut grandement touchée de vivre ce moment spécial avec nous. Elliot était tellement content d'avoir une sœur. C'est ce qu'il avait toujours demandé avant même que je tombe enceinte. Gerhard et moi décidâmes de l'appeler Teresa, un nom que nous avions en tête depuis longtemps. Je revins à la maison le lendemain soir. J'avais peu dormi pendant la nuit à l'hôpital, dérangée par les visites des infirmières et le bruit environnant. Cela me rendit un peu nerveuse car je savais à quel point un manque de sommeil pouvait être néfaste pour mon équilibre mental. Heureusement, je dormis davantage entre les boires de Teresa la nuit suivante. Ma mère arriva le lendemain et je savais que je pourrais plus facilement me reposer avec le support qu'elle allait nous apporter. Elle demeura 1 semaine avec nous. Son aide fut grandement appréciée, avec la préparation des repas et le ménage. Elle passa aussi du temps avec Elliot quand il revenait de l'école et s'occupait de Teresa pour me permettre de faire des siestes pendant la journée. L'adaptation avec Teresa fut plutôt facile. Elle était calme et ne pleurait que rarement. L'allaitement fut douloureux pour quelques jours en raison de sa mauvaise prise du sein, mais tout rentra dans l'ordre quand elle s'habitua à la position que je lui montrai. Les réveils la nuit furent exigeants quelquefois, mais je m'y habituai. Or, quelques jours après mon retour à la maison, je commençai à ressentir de l'anxiété. J'attribuai celle-ci à mon changement de routine et mon sommeil interrompu la nuit par les boires de Teresa. Je décidai donc rapidement de prendre un comprimé supplémentaire de médicaments. Cela me fit du bien et apaisa mon anxiété. Je savais que Dr. Said était en accord avec cette hausse de ma dose. Il faisait confiance en mon jugement. Ma mère retourna chez elle au bout d'1 semaine. Je récupérais très bien de mon accouchement. C'était tout un contraste avec ma première expérience avec Elliot. Mon corps n'avait pas été aussi éprouvé pendant l'accouchement et je n'avais eu qu'une petite déchirure qui ne me causait pas d'ennui. Bien que je me sentisse en forme, je fis attention de ne pas être trop active. Je me couchais quand Teresa dormait et je laissais Gerhard s'occuper des repas et du ménage. Quelques amis de notre église vinrent nous porter des mets tout prêts et ce fut grandement apprécié. Tel que planifié pendant notre visite de l'hôpital pendant ma grossesse, une infirmière vient me rendre visite à la maison. Nous eûmes une belle discussion au sujet de ma santé mentale. Elle constata que mon rétablissement se déroulait positivement et je crois qu'elle fut impressionnée par mon expérience et mes connaissances sur les troubles de l'humeur du postpartum. Elle me laissa ses coordonnées et bien qu'elle ne s'inquiétait pas pour moi, elle me dit de la contacter au besoin. La sœur de Gerhard arriva environ 2 semaines après le départ de ma mère. Elle vint à son tour nous offrir de l'aide pendant 1 semaine. Je profitai de sa précieuse présence pour continuer de me reposer. Quelques mois plus tard, je lus un billet de blog sur un site fort intéressant que je suivais régulièrement, postpartumprogress.com. C'était le témoignage d'une mère, nommée Diane Harwood, qui avait aussi été diagnostiquée avec un trouble bipolaire du postpartum. J'étais toute excitée. Après avoir lu tout le texte, j'écrivis un commentaire à son intention sur le champ, en partageant brièvement ce que j'avais vécu également. Sa réponse ne tarda pas. Elle était aussi bien contente d'avoir trouvé quelqu'un d'autre ayant le même diagnostic qu'elle. Nous gardâmes contact par Facebook et par courriel. En 2017, elle publia un livre fabuleux racontant sa poignante histoire, Birth of a New Brain, Healing from Postpartum Bipolar Disorder. Elle m'avait demandé la permission de mettre ma photo et la référence à mon blog à la fin de son livre, en compagnie d'autres femmes ayant aussi reçu le même diagnostic que nous. J'acceptai sans hésitation. Quand je reçus son livre, cela me redonna le courage de continuer l'écriture du mien,
que j'avais mis de côté depuis la fin de mon congé de maternité et de le finir. Le reste de mon congé de maternité, qui dura 1 an, se passa merveilleusement bien. Je continuais de prendre soin de moi en me reposant beaucoup quand Elliot était à l'école. Teresa avait un bon tempérament et nous trouvâmes la transition avec un deuxième enfant plutôt facile. Mon humeur demeura stable pendant toute cette année et j'éprouvai beaucoup de bonheur à profiter de mon congé à la maison avec elle. Je revins à ma dose minimale de médicaments sans problème. Cette deuxième expérience du postpartum fut une bénédiction pour moi et j'en fus grandement reconnaissante. Je retournai au travail au mois de septembre 2015 avec de nouveaux dossiers. Cette transition ne fut pas très facile, mais je pris plaisir à mes nouvelles tâches. Les mois passèrent et je commençai soudain à remarquer que mes idées tournoyaient souvent à répétition au sujet d'erreurs que j'avais commises dans le passé. Mon cœur s'accélérait à ces pensées et je me sentais alors grandement coupable. J'avais du mal à me débarrasser de celles-ci qui me hantaient à l'improviste. Je décidai donc d'en parler avec Dr. Saïd lors de mon rendez-vous de routine. Il m'expliqua alors que ce sentiment de culpabilité excessive était en fait un symptôme de dépression. Je ne me sentais pas dépressive, mais j'étais bien sûr incommodée par cette expérience. Il ajouta que bien que mon humeur fût stable, elle restait fragile en raison de la faible dose de médicaments que je prenais. Je savais qu'il avait toujours préféré me garder à la plus petite dose possible pour limiter les effets secondaires de la médication. Mais il décida d'augmenter un peu ma dose temporairement pour voir si ce symptôme allait disparaître. Il continua aussi de m'encourager à faire de l'exercice régulièrement. Ce n'était pas chose facile depuis mon retour au travail et mon horaire chargé, mais je trouvais le temps, car je savais à quel point c'était important pour ma santé, à la fois physique et mentale. Je commençai à me sentir mieux rapidement. Mes idées de culpabilité cessèrent de me harceler. L'année suivante, ce fut l'anxiété qui se présenta fréquemment. Des détails au travail commencèrent à me préoccuper outre mesure sur une base régulière. Une fois de plus, j'en parlais avec Dr. Saïd, qui me conseilla alors de prendre une grande dose quotidienne de vitamine C, 2000 mg. Certaines recherches mentionnaient l'efficacité de cette vitamine pour réduire l'anxiété. J'étais bien surprise par cette information, mais comme d'habitude, je fis confiance à Dr. Saïd. Je ne vis pas vraiment de résultats dans les 3 mois suivants, mais je ne prenais pas non plus ma dose quotidienne sur une base régulière. Après une autre visite de suivi avec lui, je commençai à prendre 1000 mg 2 fois par jour à tous les jours, et je remarquai alors une grande différence. Mon anxiété diminua de façon remarquable. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue ce traitement quotidien de vitamine C. Le 29 juin 2018, j'ai quitté mon poste de conseillère pédagogique pour me lancer dans une nouvelle aventure. Mon désir de partager mon expérience et d'aider les parents à traverser plus facilement la période du postpartum me hantait depuis des années, et j'ai décidé de répondre à cet appel. Plus d'un projet sont déjà en train de voir le jour pour atteindre mes objectifs. Je ne sais pas jusqu'où l'avenir m'amènera, mais je sais qu'en suivant mon cœur, ce qui en découlera sera positif.